Faut le monter, ouais. Parfait. Bonjour à toutes et tous. On va démarrer cette matinée. J'espère que la soirée a été bonne et que vous êtes tous très reposés ce matin et en forme pour cette keynote consacrée à l'appel à projet ASDESR pour accélération des stratégies de développement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Un appel à projet qui a donné des résultats au mois d'avril. Et nombreux d'entre vous ont été lauréats de cet appel à projet, puisque 44 projets qui ont été retenus dans cet appel à projet pour un montant total de 200 millions d'euros qui s'inscrit dans le plan France 2030 et qui vient accompagner les stratégies de développement des établissements dans un volet formation tout au long de la vie. Et ce volet était inclus parmi 4 autres pour permettre aux établissements d'envisager des stratégies transverses d'accompagnement du développement des ressources propres. Cet appel à projet vise à accompagner la mise en œuvre d'une politique de développement pérenne des ressources propres, adossée à la stratégie des établissements. Et nous avons 4 projets dont les porteurs nous font le plaisir de nous rejoindre ce matin et qui vont nous présenter leurs projets, les différentes caractéristiques des projets qui ont été retenus et qu'ils portent, en quoi ça a transformé la stratégie de l'établissement, ça permet d'accompagner le développement des services. Et je vais tout de suite présenter les invités, puisque nous avons Karine Lambert, qui est responsable formation continue à l'université Gustave Eiffel et qui va nous parler du projet ForcoVD. Nous avons Laurent Bironneau, directeur du service de formation continue par alternance à l'université de Rennes, porteur du projet Syrengy. Nous avons Marie-Gabrielle Adé-Saint-Louis, directrice de l'Institut universitaire de formation continue de l'Université de Guyane, porteuse du projet ADUG. Et puis nous avons Corinne Robazeski, vice-présidente formation professionnelle et insertion à l'Université de Lille, pour le projet ASDESR Lille. Je vais vous passer la parole l'un après l'autre, de manière à ce que vous puissiez nous décrire rapidement, résumer, c'est quoi ce projet ASDESR pour lequel vous avez été lauréat? Quelle est la part du volet formation tout au long de la vie? En quelques mots, dans l'ordre que vous voulez. C'est moi. Karine. Bonjour à tous. Alors, nous, à l'université Gustave Eiffel, on a déposé un projet sur le volet formation continue exclusivement. Notre projet, c'est un projet d'accélération, vraiment, puisqu'on a déjà démarré un petit peu. On a déjà un petit peu démarré. On est sur l'axe stratégique de l'université. L'université Gustave Eiffel, elle s'est construite en 2020. On est le fruit d'un rassemblement entre l'université Paris-Marne-la-Vallée, 3 écoles d'ingénieurs, une école d'architecture et un laboratoire de recherche. Le point commun de tous ces établissements, c'est qu'on travaille tous sur la thématique de la ville durable et des territoires durables. Et donc, on a défini déjà en 2020 qu'on souhaitait développer la formation continue autour de cet axe. Donc, on est resté dans cette dynamique. Et donc, le projet qu'on a développé, c'est un projet de développement de l'offre de formation continue sur la thématique de la ville durable et des territoires durables. Ce seront des formations adossées à la recherche. C'est le choix que nous avons fait aussi pour nous démarquer un petit peu de tout ce qu'il peut y avoir d'autre comme formation sur ces thématiques-là. Donc on avait déjà commencé, on avait déjà lancé quelques projets. Et donc là, c'est vraiment un projet d'accélération donc qui va nous donner des moyens humains. Donc on a budgété le coût total du projet à 11 millions.
Et donc, on a un financement de l'ANR de 3,8 millions. Donc voilà, tout ça, ça va nous permettre de recruter 12 personnes. Et on en parlera peut-être un petit peu plus après, mais l'objectif, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est de s'appuyer sur les forces qu'on avait déjà, parce qu'on a des vraies compétences dans l'équipe. Et donc, les postes qu'on va recruter, ce sont des postes qu'on n'a pas actuellement. Donc, on a vraiment choisi d'aller sur ce qui nous manquait, qu'on avait déjà bien identifié depuis longtemps. Voilà, le projet va démarrer du coup au 1er septembre. Merci Karine. Donc un projet principalement adossé à la recherche avec des formations courtes qui visent le territoire ou plus largement au national. Alors, le laboratoire de recherche avec lequel on travaille, il a des sites sur toute la France, donc Lille, Marseille, Nantes, Versailles. Donc, on vise tout le territoire. Des formations courtes, mais pas que, parce que ce qu'on veut proposer, c'est également toute une offre de services avec des témoignages, de la production de ressources, des visites, de l'expérimentation sur les simulateurs qu'on peut avoir dans nos laboratoires de recherche. Donc, on veut vraiment créer un réseau autour de ces thématiques-là et offrir toute une offre de services, pas que la formation. Merci. Peut-être Corinne ? Je vais peut-être prendre la parole parce qu'on a beaucoup de points communs tout de même. Je m'en rends compte en t'écoutant. Donc, à l'Université de Lille, on est aussi lauréat de cet appel à projet. Alors, pour vous resituer, l'Université de Lille a été créée en 2018, 1er janvier 2018, à la suite de la fusion des 3 universités lilloises, Lille 1, Lille 2, Lille 3. Et depuis le 1er janvier 2022, on est établissement public expérimental puisque nous ont rejoint 4 écoles de la métropole lilloise, école d'archi, école du textile, école de journalisme de Lille et Sciences Po Lille. Donc aujourd'hui, 80 000 étudiants, 11 composantes, 4 établissements composantes. Et pour nous aussi, c'est un projet qui devrait nous permettre d'accélérer notre stratégie qui est en appui aussi bien pour le scientifique, la formation et les partenariats. C'est l'approche globale des transitions. Donc on a structuré notre recherche en 4 hubs sur des thématiques qui peuvent permettre d'accompagner le monde socio-économique dans les différents défis liés aux transitions sociales et environnementales. Donc nous aussi, et c'est là où on se rejoint, il y a un fort adossement du projet formation continue à la recherche. D'ailleurs, l'Université de Lille a répondu à 2 des volets qui étaient proposés par ce PIA, le volet Europe et le volet formation continue. Donc il y a vraiment des points de connexité entre la recherche, les activités de recherche et l'activité de formation continue. Notre ambition, c'est de développer la formation continue sur mesure, en format court, à la demande du monde socio-économique au sens large. On est sollicité déjà par des collectivités, des associations, des entreprises du territoire, mais pas que, qui ont un besoin important de monter en compétences et donc de formation de leurs encadrants, de leurs cadres dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et ces entreprises, ces associations, ces collectivités qui nous sollicitent, elles nous disent ce qui fait le plus quand on sollicite une université, c'est qu'il y a une possibilité de transfert de savoir scientifique. On est quand même, il faut le dire, dans un marché concurrentiel et les acteurs du privé qui proposent aussi de la formation continue à ce monde socio-économique n'a pas ce savoir scientifique mobilisable, n'est pas en capacité, comme nous on peut le faire dans les universités, à mobiliser aussi des approches interdisciplinaires et je pense que c'est ce qui fait notre force et c'est ça notre challenge. Merci Corinne. Pour une dimension du projet, quel est le budget global et quel est le montant de l'aide ? Alors on a demandé une aide de 5 millions et quelques, qui a été un petit peu rabotée, mais comme pour tout le monde, on a eu un petit rabot de 5%. Donc on aura 5 200 000, voilà. On parlera des postes ensuite, de la manière dont ça s'est traduit en postes. Marie-Gabrielle ?
Je laisse l'honneur. Oui, très bien. C'est le dernier. Marie-Gabrielle Adé, Université de Guyane. Écoutez, alors nous, c'est tout à fait différent. Parce qu'on a un territoire immense, très peu peuplé. L'Université de Guyane, c'est 4000 étudiants et a été créée en 2015. Et au fait, cet appel à projet, c'est une accélération au fait de ce qui a déjà été mis en place, puisqu'on a aussi été lauréat dans le cadre du PIA 4. Et donc, ce projet vient en appui, je dirais, pour accélérer ce que nous avons obtenu, ce qui est la création d'un institut amazonien sur la biodiversité. Et donc, au fait, clairement, c'est un projet territorial. Il y a le volet formation continue, mais aussi un volet recherche très important hein, dans ce projet, puisque l'idée, c'est d'avoir des actions de mécénat, de vulgarisation auprès des entreprises de Guyane et aussi de rayonner sur la région, enfin Amérique du Sud, enfin le bassin amazonien. Et donc la recherche à l'Université de Guyane, dans tout, hein, c'est vraiment la biodiversité, l'économie verte, et donc on est vraiment dans une phase de transformation, les énergies renouvelables, etc. Et donc l'Université de Guyane, nous n'avons pas les moyens. Donc, ce projet qui est estimé pour nous à peu près à 11 millions d'euros, on a obtenu, je crois, 2 millions. En fait, on n'avait pas demandé beaucoup parce qu'on avait déjà eu 14 millions du PIA 4. Et donc, on a pratiquement eu ce que nous avions demandé. On avait demandé 2,5 millions, on a à peu près 2,3 millions, quelque chose de ce genre. Et avec quand même, pour le volet formation continue, une dizaine de recrutements et le volet mécénat recherche, je crois qu'ils ont obtenu 7 postes à peu près. Donc en gros 17 postes. Et la question des locaux se pose. Et le recrutement chez nous, parce que c'est spécifique en Guyane. Je pense qu'on va en reparler. Mais clairement, c'est un projet territorial et tous les acteurs, je dirais aussi bien institutionnels que privés, sont partenaires du projet et dans le pilotage, le suivi du projet. Le Grand Port Maritime, la collectivité territoriale, le CNES, et donc on est tous dedans et ils font partie donc du pilotage qui verra la suite en amont, comment on met en place tous ces projets, quoi. Voilà. Marie-Gabrielle, sur le volet formation continue, comment ça se traduit en termes d'offres de formation? Qu'est-ce qu'il va être développé en matière d'offres de formation et sur quel est le positionnement de cette offre? Alors, des formations courtes, mais pas que. La Guyane a un taux de chômage des jeunes de 45%, de moins de 25 ans. Mais, paradoxalement, les jeunes diplômés ont un taux de chômage de 5%. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons un manque criant de personnel qualifié, diplômé, et de cadres. Et donc, l'idée avec ce projet, c'est vraiment d'attirer les gens sur la Guyane. Et la formation continue joue un rôle. Donc, des formations courtes parce qu'il faut une montée en compétences dans les entreprises qui sont structurellement, je dirais, c'est pas innovantes, hein, mais des difficultés pour les monter en compétences au sein des entreprises. Donc là, vraiment, c'est pour ça que dans les profils que nous avons cherchés, on a beaucoup de marketing, des gens qui vont aller chercher les entreprises pour les besoins, parce que cette transformation qu'on va mettre en place, on travaille beaucoup avec EDF, il y a des barrages, hein, tout ce qui est énergie renouvelable. On a besoin de former les gens qui sont déjà sur place et d'attirer d'autres personnes beaucoup plus qualifiées, quoi. Voilà. Merci Marie-Gabrielle. Laurent, pour le projet Synergy.
Bonjour à toutes et tous. Alors le projet Syrengy, c'est un projet qui se développe dans le cadre de la nouvelle université de Rennes, donc un établissement public expérimental, donc dans une démarche très proche de celle de Lille qui vient d'être présentée. Donc l'université de Rennes, hein, donc c'est l'ancienne université de Rennes 1 auquel on ajoute 5 établissements composantes, donc l'école des hautes santé publiques, EHESP. Donc vous avez l'ENS Rennes, l'École nationale supérieure de Rennes, l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, l'IEP de Rennes et l'INSA Rennes, auquel s'associe Rennes 2, qui est associé à ce nouvel ensemble. Donc le projet que nous avons déposé est un projet qui porte uniquement sur de la formation continue. Donc l'idée, c'est de développer les ressources de formation continue. En appui sur la stratégie de ce nouvel ensemble PE qui se base sur les transitions. 3 transitions, hein, donc transition numérique, environnementale et en santé globale, donc qui est, on va dire, la marque de fabrique de ce nouvel établissement, en tout cas sa signature. Et donc l'idée de ce projet, c'est de développer les ressources propres, notamment en lien avec ces thématiques, en faisant en sorte de mutualiser nos compétences, de mutualiser les ressources humaines, en particulier de formation continue, pour développer cette formation continue. Donc la base du projet en part aidée, c'est 5,7 millions. Recrutement de 21 personnes, donc spécifiquement en FC. Hein. D'ailleurs, j'en profite, hein, mon RAF est là, hein, donc prends les CV à la fin si vous le souhaitez. Voilà, lève la main bien fort, voilà. Donc, il y a un projet qui débute hein, donc au 1er juillet. Donc, on l'a lancé là tout de suite, hein, sachant que le projet, on va dire, a été un peu retardé. On pensait qu'ils nous ont fait travailler cet été hein, pour le déposer début septembre, et puis finalement on a eu les réponses que là en avril. Le début du projet était prévu au 1er janvier, qui correspondait à la période d'ouverture de cette nouvelle université. Donc là, on a développé les 2 aspects en parallèle, c'est-à-dire l'écriture du contrat d'établissement et l'écriture du projet, si bien qu'on a fait des ponts entre les deux éléments, l'un faisant référence à l'autre, et donc voilà, ce qui a peut-être, on va dire, plus au jury. Merci Laurent. Tu évoques un projet pur FC. J'imagine que c'est toi, le service, qui est à l'origine, à l'initiative de la réponse, de la demande de réponse. La réponse est, la réponse est effectivement portée par le service. Hein. Alors il se trouve que j'ai la double casquette. Hein. Je suis vice-président formation continue université et donc le directeur du service. Donc il y a eu un débat pour savoir effectivement si le projet était, quelle était la thématique du projet, avec la fondation qui voulait que ça soit chez eux, avec l'international qui voulait que ça soit chez eux. Finalement, donc on a réussi à avoir un projet uniquement formation continue et il a été porté effectivement par le projet. Donc dans le cadre du consortium que j'ai développé et donc avec mes homologues, donc des établissements composantes et de l'université Rennes 2, Colline hein, ici présente. Et donc c'est un projet qui a mis, on va dire, 6 mois à peu près, on va dire, pour aboutir, avec des réunions mensuelles de l'ensemble des directeurs de formation continue des établissements composantes plus Rennes 2. Mais c'est un projet uniquement FC. Donc la plume a été tenue par le service de formation continue, on va dire. Et du coup, pour les autres projets qui ont plusieurs dimensions, comment l'initiative a été portée et comment cette part FC elle a été politiquement portée dans l'établissement? Alors, nous, c'est vraiment... Au fait, ce qui se passe, c'est que ça a été parallèle avec le contrat, la rédaction du contrat, le nouveau contrat. Et dans le cadre de ce nouveau contrat, nous avons, à l'Université de Guyane, l'Institut universitaire de formation continue que je dirige, et il y avait le CFA. À partir du mois de septembre, l'Institut disparaît. Et donc, nous avons fusionné cet institut, et donc, il y aura une nouvelle direction de la formation professionnelle universitaire. Et donc, tout commence en septembre. Il y aura une nomination, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons vraiment été porteurs de ce projet, avec quand même la fondation universitaire pour la recherche qui se met en place. Donc, la part de la formation continue, dès le départ, on a vraiment été porteurs parce que c'était dans le nouveau contrat de développer la formation professionnelle à l'université. Voilà. Merci. Chez nous, c'est un petit peu différent parce que ce projet, on l'a imaginé il y a déjà 3 ans.
Et on avait travaillé sur un autre appel à projet. Et en fait, ça fait 3 ans qu'on le recycle sur plusieurs appels à projets. Et ça y est, on vient enfin de réussir. Donc, il ne faut pas lâcher. C'est peut-être ça le mot à dire. Mais on avait une stratégie, on avait un projet d'établissement. Voilà, on a travaillé sur les besoins, les manques, sur les budgets, sur les orientations. Une fois que ça c'est clair, après on recycle et on essaye de coller un petit peu au cahier des charges. Et puis voilà. Donc en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Donc effectivement on n'a pas forcément eu besoin de faire 36 réunions pendant 6 mois parce que c'est un projet qui mature depuis déjà longtemps en fait. Tout à fait d'accord sur la possibilité de recycler. Alors, ce n'est pas le cas à l'Université de Lille pour ce projet-là, mais on l'a fait sur d'autres projets aussi. Sur le projet ASDESR, le portail... Alors nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a répondu aux 2 volets, le volet formation continue et le volet Europe. Donc, sur le volet formation continue, le portage, c'est Université de Lille, 11 composantes et 4 établissements composantes. Sur le volet Europe, le portage est plus large parce qu'on est labellisé ICIT et dans le cadre de l'ICIT, nous avons des partenaires qui sont plus étendus. Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont une petite douzaine, mais par exemple le CHU de Lille, l'INRIA, INSERM, etc. sont partenaires aussi sur le volet Europe. Et de ce fait, ont déjà déclaré leur intention de travailler ponctuellement avec nous sur le volet formation continue, ne serait-ce que par exemple pour la mise à disposition de formateurs. Parce que le challenge dans ces projets formation continue, c'est bien sûr le recrutement du personnel administratif d'appui, mais il va falloir aussi trouver les formateurs sur ces thématiques parfois pointues scientifiquement. Et donc, on n'a pas forcément toutes les ressources. Je vous regarde, mais je pense que vous partagez la même crainte. On n'a pas forcément toutes les ressources disponibles à l'instant T. Et sur ce type d'activité, il faut vraiment être réactif, puisque quand le monde socio-économique nous sollicite pour une formation courte, ils la veulent pour demain. Là, il faut qu'on se mobilise très rapidement. Merci. ASESR vise principalement à financer donc les ressources humaines dans les établissements pour accompagner le développement de cette stratégie. L'appel à projet vise à permettre aux établissements de recruter des compétences rares. Comment ça se concrétise dans le projet ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la liberté de recruter des titulaires ? Est-ce que c'est forcément du personnel contractuel qui doit être recruté ? Et dans chacun de vos établissements, comment ça se concrétise en termes de postes ? Alors, je vais commencer parce que, la Guyane, le collègue a déjà lancé l'appel à candidature. Chez nous, c'est vraiment... c'est d'une urgence absolue. Alors, l'idée, ça a été une révolution copernicienne. C'est de faire comprendre aux collègues qu'on va amener la CDIsation. Alors, je ne vous dis pas, ça fait 2 ans, je dis, il faut quand même qu'on en parle. Ah non, Marie-Gabrielle, c'est pas possible. Même le DG laisse. Tu mets le doigt dans quelque chose. Je dis, oui, mais la formation professionnelle, j'en ai marre. J'embauche des gens pour 5 ans, ils se forment, et au bout de 3 ans, vous me dites, ah non, là, il faut qu'ils s'en aillent parce qu'après, je dis, c'est pas possible, c'est contre-productif. Et donc, du coup, on va recruter du personnel dans un premier temps contractuel, et puis au bout de 5 ans, ils sont à l'issue de la première phase. Normalement, ils devraient être CDIsés. Personnel administratif, avec des avantages quand même, parce qu'il faut attirer le monde en Guyane. Hein. Donc il y a le surcoût de la vie, les 40%. Avec une prime à l'intéressement aussi. On a introduit ça, ce qui a fait beaucoup de remous. Oui, beaucoup de remous. C'est intéressant. On va aborder la question des stratégies RH, justement, qui a permis d'accompagner qui va permettre d'accompagner ces recrutements. En termes de nombre de postes et de configuration de ces postes, comment ça a été imaginé et combien de postes ça représente ? On a 12 postes en tout. D'accord. Alors, il y a 3 postes d'enseignants, mais dans la deuxième phase des enseignants. Mais la première phase, c'est que de l'administratif. Hein. Donc, on a cherché c'est pas des moutons à 5 pattes, mais c'est pas loin.
ce que nous n'avons pas sur le territoire guyanais. Donc, un ingénieur de formation, parce que ça, on en a vraiment besoin, du marketing, enfin un commercial, un ingénieur numérique, parce qu'on est dans une phase aussi, moi je n'ai pas parlé de digitalisation, parce que en Guyane, il y a vraiment les territoires excentrés, là, il faut aller dans la forêt, et donc il faut vraiment qu'on a le numérique, tout ça. Donc c'est vraiment des profils assez spécifiques sur des compétences que nous n'avons pas sur place, quoi. 12 postes dans un service qui comptait combien de postes jusqu'alors? Alors, 13. Ah oui. 13, ouais. Laurent, peut-être sur ces aspects en nombre de postes? Alors sur les aspects en manque de postes, tu dis? En nombre de postes. En nombre de postes. Et ma question était aussi, est-ce que vous avez la possibilité de flécher ces moyens sur du personnel titulaire, ou est-ce que c'est forcément de la compétence extérieure que vous devez chercher, et donc du contrat? Donc là, c'est de la compétence extérieure. Alors dans le modèle en tant que tel d'ASDESR, il était bien indiqué que l'idée, c'était de pérenniser les postes. Donc nous, on est parti tout de suite sur cette démarche-là. Donc l'idée, c'est que fidélisation des personnels recrutés avec CDD sur 3 ans, ce qui correspond à la première étape du projet. Il y a 2 étapes dans le projet. La première étape, c'est 3 ans. Donc CDisation à l'issue de ces 3 ans. Donc CDD 3 ans et ensuite donc CDisation prévue dès le départ. Donc on a mis en place aussi une démarche de recrutement un peu proactive en s'appuyant sur un cabinet de recrutement qui a été sélectionné sur appel d'offres, donc pour pouvoir on va dire sélectionner des profils on va dire dont on n'a pas l'habitude de recruter on va dire à l'université, en tout cas dans la nôtre. On va dire 5 axes de recrutement, on va dire, donc une équipe marketing, on va dire, pour renforcer les équipes existantes. Alors j'ai bien compris hier qu'on nous a dit qu'on était nuls en marketing, les universités au sens large. Moi, je permets de dire qu'avec la petite équipe que j'en ai, et j'en profite pour les remercier, moi, je suis assez content déjà des résultats que l'on obtient avec une petite équipe, donc où j'en suis très fier. Et donc, l'idée, c'est de renforcer cette équipe-là par 4 recrutements. Donc création d'un service commercial en tant que tel, donc avec 5 recrutements. Et sur la politique RH, on pourrait y revenir, mais on a aussi mis le doigt dans les logiques d'intéressement. Donc 5 personnes sur ce service-là. Un 3e axe de recrutement, c'est 4 IP et ingénieurs numériques, on va dire, pour travailler sur, on va dire, le développement FOID des formations en lien notamment avec Digital FCU que tu pilotes. Le 4e axe, à un moment donné, nous, l'objectif du projet, c'est de faire plus 10 millions donc sur 8 ans. Et donc, à un moment donné, il y a aussi tout le pilotage administratif de ces éléments-là. Donc, 7 recrutements qui sont pour renforcer, on va dire, les équipes administratives. Donc, 4 qui sont sur l'Université de Rennes en tant que telle, et une autre partie, 3 qui sont sur l'Université de Rennes en tant que telle, dans une logique de mutualisation avec certains établissements composantes. Les autres étant 4 postes dans les établissements composantes. Donc, un à Rennes 2, un à l'INSA, un à l'EHESP, et un autre, il m'en manque un, à l'IEP. Et un dernier poste qui est plutôt dans une logique de mutualisation complète pour développer, on va dire, le dépôt des dossiers au RS, donc au RS, RNCP, etc. Donc dans la partie enregistrement. Donc voilà un petit peu comment on a structuré le développement. On part d'une équipe de combien de personnes? Alors à aujourd'hui, je parle uniquement du service de formation continue de l'ex-Université de Rennes 1, donc on est 70. Et donc on recrute 16 sur ce service-là et donc le reste dans les établissements composantes. Merci. Alors, nous, on va financer 12 postes et on est actuellement 13. Donc, c'est pareil, on va doubler nos effectifs. Les postes qu'on a identifiés, c'est un chef des programmes avec plutôt un profil scientifique, puisque nous, on va travailler avec la recherche. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent communiquer avec des chercheurs pour construire cette offre de formation. Des ingénieurs études qui vont être en charge aussi de produire des ressources à partir des données de recherche, parce que je vous ai dit que ce n'était pas qu'un projet de formation continue, c'est toute une offre de service qu'on veut proposer. Des ingénieurs numériques aussi, puisque on a le projet aussi de commencer à déployer de manière un petit peu plus intensive des formations à distance. Puis bien sûr des assistants, des assistantes aussi pour supporter un petit peu toute cette gestion administrative.
Un chargé d'animation du réseau, puisque on a vraiment l'envie de faire vivre un réseau. Donc là, on a le souhait de quelqu'un qui anime, qui va organiser aussi des événements, pousser du contenu. Et un chargé aussi d'ingénierie à l'international, parce que même si on n'a pas déposé sur l'aspect international, comme on travaille avec des chercheurs et qu'ils ont beaucoup de relations à l'international, on a déjà monté quelques formations, on a besoin d'avoir aussi quelqu'un qui soutient cette activité. Et également aussi un pôle marketing avec 3 personnes aussi sur ces aspects-là. Voilà, donc tout ça, ça devrait faire une belle équipe. Et que dire de plus on fait tout. Corinne, sur le nombre de postes? Alors nous, au total, sur les 2 volets et sur les 10 ans, parce qu'on va faire des recrutements progressifs en 2 phases, on recrute 15 personnes sur les 2 volets, dont un manager de projet qui va coordonner justement les 2 volets. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour nous, il y a un lien très fort aussi entre la recherche et l'offre de formation continue qu'on veut développer. Sur la formation continue proprement dite, on a déjà un service formation continue qui est important en nombre d'agents, puisqu'on est autour de 80 personnes actuellement dans la direction formation continue de l'université, qui fait aussi formation continue et alternance. Mais on a le projet de créer une direction qui s'intitulera Entreprises et territoires et qui va être vraiment en lien avec le monde socio-économique et qui va nous permettre de développer ces relations et surtout d'avoir une sorte de guichet unique pour toutes les sollicitations qu'on reçoit, aussi bien en recherche, valo de la recherche et formation continue. Et donc les recrutements qu'on espère faire, parce qu'on est quand même dans un contexte de guerre des talents, les recrutements qu'on espère faire, prioritairement, ce sont des chargés de relations d'affaires qui vont nous permettre de développer cette direction entreprise et territoire. Bien sûr aussi de l'ingénierie, parce que l'idée, c'est d'aider nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs à designer leur savoir scientifique pour le rendre accessible aux personnes qui vont se faire former. Et puis, on a prévu le recrutement aussi pour renforcer notre équipe de community manager ou social media, pareil, pour pousser du contenu et rendre encore plus visibles les activités de recherche sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Corinne. 2 questions sur ces recrutements. Corinne parle de guerre des talents et on entend déjà que les recrutements sont lancés pour chacun des établissements. Alors, ils sont 44 projets, heureusement bien répartis sur le territoire, mais cette guerre des talents doit s'accompagner, j'imagine, de mécanismes d'attractivité. Comment vous allez chercher ces talents et en quoi ce projet AS2SR, du coup, vient bousculer la stratégie de recrutement des établissements et vient faire évoluer cette stratégie RH. J'entends parler de politiques d'intéressement qui se mettent en place. Est-ce qu'elles se mettent en place dans le cadre de ce projet? Est-ce que c'est ce projet qui pousse les établissements à envisager ces stratégies? Pour nous, clairement, oui, c'est ce projet qui pousse à développer cette prime d'intéressement pour les 2 volets, volet Europe et volet formation continue. Alors, guerre des talents, parce que c'est vrai qu'au moment du recrutement, c'est difficile, mais après, il faut aussi qu'on puisse pérenniser les personnes qu'on a recrutées et qu'on leur donne envie aussi de rester. Et pas que, il y a aussi le personnel qui est déjà en poste, qui va s'investir également dans le cadre de ces projets et qui nous ont fait part, à juste titre, au moment du montage, de la disparité qu'il pourrait y avoir entre les nouveaux recrutés qui seraient payés plus ou mieux récompensés. Donc le cahier des charges du projet AS2SR le permettait. Sur les 20% de frais généraux, il était possible de prévoir des actions de formation pour des montées en compétences de personnel déjà en poste et puis des primes aussi pour des personnels déjà en poste qui s'investiront à terme dans le projet et qui pourront ainsi, par ces primes, récupérer un niveau de rémunération équivalent aux derniers recrutés. Donc oui, on se lance effectivement dans un nouveau défi. C'était justement le 2e volet de ma question, mais qui me paraît être
intéressant d'être mis au regard de cette première question sur l'attractivité et ces stratégies RH qui évoluent dans les établissements. On voit avec le nombre de postes qu'on bouleverse, on change fortement le profil des services, comment c'est accueilli par les collègues et comment c'est vécu dans les établissements et dans les équipes. Alors, nous, on est aussi partis sur la prime d'intéressement, comme les autres. C'est vrai que ça bouscule un peu, surtout quand on double les effectifs. Donc, pour l'instant, c'est un peu... Pour l'enfant, c'est un peu nouveau. Donc, on vient d'avoir la réponse. Donc, on n'a pas, au niveau des équipes, c'est pas encore complètement intégré. On leur en a parlé. Ils savent que ça va arriver. Ils mesurent bien quand même le changement que ça va représenter. Mais je pense que c'est pas encore suffisamment concret là aujourd'hui. Maintenant, nous, on a un projet de réorganisation, c'est-à-dire que quand on double les équipes, voilà, donc on va devenir une direction, donc on va accompagner tout ça, on va accompagner ce changement, et on a le projet aussi d'accompagner les agents déjà en poste individuellement pour voir aussi quels sont leurs projets professionnels, leurs aspirations, pour qu'ils s'inscrivent aussi dans ce projet. Nous, ce qu'on ne voulait pas, c'était créer une succursale à côté de l'AFC existante. Il faut absolument que ça infuse en fait sur toute l'équipe et du coup permettre à ceux qui sont en poste aussi de pouvoir évoluer et de trouver leur place dans ce projet. C'est absolument indispensable en fait. Sinon, on ne va pas y arriver. C'est à peu près la même situation, hein. Je pense que les collègues, le projet va commencer en septembre. On en a parlé, mais c'est vrai que la question de la prime d'intéressement, je n'ai pas voulu mettre en place un système à 2 vitesses parce qu'il faut que tout le monde puisse vraiment rentrer dans ce projet et animer. Donc du coup, c'est vrai, on avait quand même un fonds de réserve et elle concernera, je dirais, tout le personnel de la formation. Déjà, je dirais que le salaire d'entrée est beaucoup plus élevé, les nouveaux recrutements que nous aurons, que ceux qui sont sur place. Donc il fallait absolument que cette prime d'intéressement concerne tout le monde. On a mis parce que les gens, ils arrivent en Guyane, et au fait, l'idée, c'est de pérenniser et de fidéliser les nouveaux recrues, et donc offrir des conditions de travail. Là, les bureaux on a pratiquement tout un bâtiment parce que l'administration a changé, a bougé, et donc on a récupéré pas mal de bureaux, ce qui est bien et ce qui fait des jaloux. Ils ont bien installé, ils vont mettre des plantes, etc. Le télétravail aussi, parce que c'est vrai les gens voyagent beaucoup en Guyane, 9 heures d'avion, on le fait, et donc la possibilité aussi du télétravail est vraiment actée, hein. Donc on fait tout pour les fidéliser, pour qu'ils restent, mais en prêtant attention quand même aux collègues qui sont sur place, parce qu'il ne faut pas avoir un système à 2 vitesses. Je voulais juste dire, concernant ce projet, qu'on a quand même un volet Fondation Recherche, et dans les postes dont j'ai parlé que de la formation continue, mais dans ce volet-là, on a quand même le recrutement d'un fundraiser, parce que la biodiversité en Guyane, ce que font les laboratoires de recherche, ne peut pas rester au niveau du territoire guyanais, et donc l'idée, c'est de rayonner sur tout le bassin amazonien, et donc avec quand même quelqu'un il y a la problématique des langues aussi, pour aller là-bas avec des partenaires, que ce soit l'université au Brésil, hein, c'est notre partenaire le plus proche, hein, le Brésil, le Suriname, le Guyana, la Colombie, et donc dans le volet recherche, on a vraiment des profils bien spécifiques pour l'international. On a une place d'une revue aussi, donc c'est un bimensuel, je crois, qui publie par rapport aux entreprises, hein. C'est vraiment pas de la vulgarisation, mais c'est montrer ce que fait la recherche pour les partenaires sociaux, etc. Donc dans ce volet-là, on a un recrutement bien spécifique, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse ce journal, parce que et qui est en plus en langue étrangère, en français, en portugais, en espagnol, ce qu'on a sur le bassin amazonien. Voilà. Merci.
Pas grand-chose de plus par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc effectivement, donc la démarche d'intéressement, les services RH, on les a mobilisés très tôt pour voir un petit peu, on va dire, comment on pouvait fonctionner. Donc on dit que nos universités ne sont pas très agiles, c'est le mammouth ou l'hippopotame qui bouge. Non, là ça a bougé assez rapidement. Alors sachant que le projet d'intéressement était déjà en réflexion dans le cadre de recrutement de personnel en informatique, où il y a aussi des grosses difficultés de recrutement, et donc ils avaient mis en place pour la DSI des systèmes de ce type-là. Donc on a pu assez facilement les mobiliser pour avoir, on va dire, les démarches, en tout cas pour pouvoir les proposer dans le cadre du projet. Alors à voir comment elles vont être mises en place maintenant, ça c'est encore autre chose. Nous, on a surtout proposé on va dire, utiliser ce projet pour pouvoir réorganiser, on va dire, le service. Et donc là, c'est ce qui va se faire donc à la rentrée, donc avec la création d'une nouvelle antenne, le service commercial en tant que tel. Alors, on parle de chargé d'affaires, on ne va pas brutaliser les collègues tout de suite, mais bon, chargé d'affaires, c'est mieux que commerciaux, même si c'est bien ça qu'il y a derrière. Et on en a profité aussi pour créer un nouveau pôle, on va dire pôle projet d'avenir et digitalisation, dans lequel une partie de ces effectifs vont pouvoir être positionnés. Et donc ça nous a permis, on va dire, de restructurer un peu les fonctionnements. Ce pôle projet d'avenir et digitalisation permettant aussi d'accompagner, on va dire, tous les CMA que l'on a obtenus. La majorité des CMA que l'on a obtenus sont sur des actions essentiellement de formation continue et d'apprentissage. Et donc il a été décidé d'héberger, on va dire, la partie administrative de ces CMA dans le cadre de cette antenne du service de formation continue et d'apprentissage. On entend que c'est une réflexion d'établissement, cette question de stratégie RH. Comment ASDESR, si c'est le cas d'ailleurs, permet que ce volet d'attractivité des talents dans le champ de la formation tout au long de la vie permet à l'ensemble de l'établissement de réfléchir à sa stratégie RH et d'accompagner cette notion d'attractivité, quels que soient les domaines. Alors effectivement, nous, ça nous a permis de travailler avec les services RH sur ces aspects-là, de réfléchir aussi à des logiques de type marque employeur, charte, on va dire, du management responsable, politique derrière DDRS, pour être dans une logique aussi d'attractivité, pas seulement financière, pas seulement liée, on va dire, à l'environnement de travail qui est le nôtre, mais aussi relativement à ces aspects-là. Donc sur les logiques de transition, vous venez travailler dans une université des transitions qui se positionne sur ces aspects-là et qui l'applique aussi à ses personnels. En tout cas, c'est la volonté, on va dire, d'avoir cette démarche RH, on va dire, et cette... on va dire, marque employeur, on va dire, qui est mise en avant. Donc, alors, sachant que la difficulté qui est la nôtre, c'est que là, on parle d'ASDESR, mais ASDESR, c'est toute partie. Enfin, nous, les CMA, par exemple, c'est 84 recrutements sur l'université. Donc, voilà, et tout le monde va être en compétition parce qu'on va tous les avoir en même temps. Donc, la difficulté, elle va être effectivement là. Dans les autres établissements, est-ce que ASDESR a été un accélérateur de réflexion de ces stratégies RH ou est-ce que ça participe à un élan qui était déjà initié ? Nous, c'était déjà un petit peu initié parce qu'il y avait déjà des primes d'intéressement sur certains postes ciblés. Donc, il y avait déjà des choses en place. Donc, là, ça vient accélérer. Voilà, il n'y a pas... C'est tout. Corinne, si tu veux compléter. Mais nous, on y va prudemment tout de même, parce qu'on est sur un sujet sensible, on va dire. Par contre, moi, je crois beaucoup à la logique d'essaimage pour tout type de projet. Le fait de lancer une expérimentation sur un secteur particulier. Aujourd'hui, je crois que la culture est partagée aussi bien côté BIATS que côté enseignant-chercheur. On sait que la formation professionnelle, sous toutes ses formes, elle permet des choses, d'expérimenter des choses que les autres secteurs d'activité ne permettent pas encore complètement de faire. Donc, moi, j'ai bon espoir, effectivement, que ça essaime et que ça implémente des petites graines qui vont ensuite pousser. On voit bien comment chacun des 4 projets s'est saisi de ces questions pour le recrutement, pour l'évolution des services.
en termes de poste, en termes de configuration RH. Évidemment, ASDESR est un projet qui vise à accompagner le développement des ressources propres des établissements d'une manière pérenne. Et vous avez donc dû, j'imagine, faire des projections sur ces retours d'investissement. Comment ça se concrétise dans vos établissements? Ces retours sur investissement sont attendus à quel terme et dans quelle proportion cela transforme l'activité du service en termes de résultats? Dans 10 ans. Ce qui est clair, c'est que dans 10 ans, on est censé être autonome, hein, puisque la logique de ce projet, c'est qu'on est abondé aveuglément peut-être les 3 premières années. Mais à partir de la 4e année, l'abondement est dégressif et c'est à nous de faire nos preuves et d'augmenter progressivement nos ressources. Et à l'année numéro 10, je pense que vous avez, même à partir de 7-8, on commence à être complètement autonome et on s'autofinance, voire on fait d'importants bénéfices. On pouvait déposer sur 6 à 10 ans. Nous, on est parti sur 6 ans. Donc, l'idée, c'est de pérenniser tous les postes au bout de 6 ans. À minima, c'est ça. Et d'ailleurs, le retour qu'on a eu de l'ANR, c'est qu'on avait été un peu timide sur les projections en termes de recettes et de nombre de formations. Donc c'est vrai que comme on est parti sur des choses adossées à la recherche, du coup on est quand même sur une niche et puis on n'est pas sur toute la population. Donc justement une des recommandations de l'ANR, c'était de proposer aussi des modules de vulgarisation et des choses qui s'ouvrent à un public un peu plus grand pour avoir des recettes un peu plus importantes. Donc on en a tenu compte, qui peut le plus, peut le moins, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu timide, prudent. On s'est projeté sur 10 ans et vraiment, au bout des 10 ans, d'être autonome et de pérenniser tout ça. Avec une augmentation au niveau de la formation professionnelle quand même, une montée quand même du nombre d'apprentis. Donc il y a quand même ce volet-là et des formations. Donc une bonne partie, je dirais, de ce des profits qu'on pourrait avoir, clairement ciblés au niveau de la formation continue et de l'apprentissage, quoi. Et après, avec les autres partenaires, dans le cadre de la fondation recherche, etc. Mais clairement, au bout de 10 ans, les projections, c'est qu'on devrait être, on est prudent, on a prévu des aléas, un tas de choses, quoi. Mais je pense qu'on devrait y arriver, quoi. On devrait y arriver. On a bon espoir. Merci. Donc même démarche. Hein, donc au bout de 3 ans, donc on doit faire plus 3,8. Et donc c'est à partir de cette étape-là qu'il vérifie si le modèle, on va dire, se poursuit ou s'arrête. Donc on a quand même été prudent, on va dire, dans les démarches de calcul. Et donc nous, c'est un projet sur 8 ans et donc avec l'idée de faire plus 10 millions donc, sur le chiffre d'affaires de départ à 2021 parce que c'était la base de calcul. Donc plus 10 millions par rapport au projet commun du consortium, au CA du consortium à 2021. On disait tout à l'heure, on évoquait tout à l'heure donc l'intérêt RH. Nous, on a vu un autre intérêt à travailler sur ce projet, c'est la comptabilité analytique, parce que dans la mesure où il fallait prouver que le modèle était pérenne, donc au bout de 8 ans, donc il a fallu développer des démarches de calcul en coût complet pour essayer d'estimer nos marges. Donc ça a été assez marrant d'ailleurs en termes de démarches de calcul, d'analyse, etc., pour pouvoir prouver que les recrutements qui étaient faits comme ils étaient CDIsés, pérennisés. Donc les 21 postes recrutés étaient autofinancés à l'issue de la formation et qu'on dégageait quand même un peu quelques ressources complémentaires. Donc ça, c'est un autre axe qui nous a intéressés dans le projet. Ça me fait penser aussi tout à l'heure qu'on a parlé effectivement de logique financière, en particulier pour les personnels administratifs. Vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté d'attirer aussi les enseignants à développer. Voilà. Donc nous, on a aussi réfléchi à un modèle pour pouvoir valoriser les enseignants qui s'investissent dans les formations, en particulier dans les formations courtes. Tu nous en dis plus sur le modèle ou c'est encore secret? Non, il n'y a rien de secret. Alors on a, alors notre juriste est là. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais donc.
on s'est appuyé sur les dispositifs, les lois existantes pour proposer, on va dire, des systèmes de rémunération en surrémunération, du 10 pour 7, du 10 heures pour 7 heures, du 11 heures pour 7 heures, dans le cadre de nos référentiels votés par notre conseil d'administration, et donc avec des possibilités de monter sur des formations courtes très spécifiques, développées au regard d'une attente spécifique, avec peut-être une chose qui ne se fera qu'en one shot, avec des possibilités de monter sur des taux horaires relativement intéressants pour les personnes qui s'engagent sur la démarche. On avait hier avec nous François Germinet, auteur du célèbre rapport Germinet de 2015. Je me rappelle bien, dans ce rapport, il y avait une incitation à envisager du personnel enseignant contractuel. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en œuvre dans le cadre de ce projet? Comment ce modèle d'intéressement, en tout cas cette façon d'attirer les enseignants, se met en œuvre? Alors, pas sur le projet SDESR, où là, les recrutements dont on parle sont uniquement des personnels administratifs. Par contre, dans le cadre des CMA, j'évoquais au global tout à l'heure, un peu sur l'Université de Rennes, 84 recrutements, la moitié sont des enseignants contractuels. Voilà, donc on a bien profité de ce dispositif-là pour pouvoir, on va dire, proposer ces recrutements, sachant toutefois que, vous le savez tous, les collègues universitaires sont un peu frileux relativement à ce développement. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau de l'Université de Rennes, c'est que les équipes s'engageant dans les projets, en particulier dans les CMA, on leur a dit, OK, on vous met du personnel, on va dire, contractuel, mais par contre, ceux qui s'engagent, par exemple dans le numérique, où on a des gros besoins, on a apporté des postes pérennes en complément. Donc nous, par exemple, cette année, c'est une dizaine de postes que l'université a mis en maître de conférence, voire professeur, pour dire, voilà, ceux qui s'engagent, ceux qui y vont, on appuie les structures, donc les composantes qui le font. Chez nous, on a démarré déjà il y a 2 ans une opération un peu communication en interne. L'idée, c'était de faire connaître la formation continue à nos chercheurs, et notamment parce qu'on a un institut de recherche, donc ils sont chercheurs à 100%, ils n'ont pas d'heures d'enseignement. Donc on a été les rencontrer sur les différents sites et les différents laboratoires pour leur expliquer ce que c'était la formation continue et ce que ça pouvait leur apporter. On a encore fait un webinaire, je regarde mes collègues derrière, la semaine dernière. Et ça marche très très bien. Donc on a eu plein de demandes, plein de retours, et c'est assez efficace. Donc, et ils ne sont pas si intéressés que ça par l'argent finalement, puisque en tout cas pas en termes de rémunération. Ce qu'ils souhaitent, c'est récupérer des sous pour leur laboratoire, pour investir. Donc, depuis 1 an, on a commencé à faire ça. Donc, c'est au choix, en fait. Ils peuvent choisir soit d'être rémunérés, soit de récupérer une partie des recettes. Et je dois dire que ça fonctionne assez bien. Donc, oui, surtout les chercheurs. L'argent n'est pas forcément une motivation. En tout cas, nous, on le constate de plus en plus. Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est parler de leurs travaux, pouvoir développer leur activité et puis avoir des moyens supplémentaires. Donc voilà, nous on est partis là-dessus. C'est vrai que les enseignants-chercheurs, par contre, qui sont en composante, de toute façon, chez nous, c'est même plus une question d'argent. Ils n'ont pas le temps, en fait. Ils ont leurs heures d'enseignement qui sont complètement prises par la formation initiale et ils ont beaucoup de mal à s'investir en formation continue. Donc... On a exactement la même difficulté. Nos enseignants-chercheurs sont déjà surbookés. Et donc, ce qui les intéresse, c'est tout à fait pareil. C'est plutôt être aidés, accompagnés dans le développement de leur structure de recherche, dans leur unité de recherche, leur labo. Donc on a imaginé ce modèle-là d'intéressement. Et puis j'ajoute que nous, à l'Université de Lille, on avait déjà un démonstrateur, on a expérimenté un modèle de formation courte d'excellence qu'on appelle le programme EXIST, donc pour Executive Programme. Et dans le cadre de ce démonstrateur, on a expérimenté une méthode de montage de formation qu'on appelle la méthode Test and Learn. Donc on a des échanges avec l'entreprise qui nous demande la formation. On teste avec elle les thématiques à aborder, le format à aborder. Et donc ces échanges qui doivent forcément se faire préalablement à l'action de formation entre le formateur et l'entreprise, ces échanges sont rémunérés.
Donc il y a la prestation de formation qui est bien sûr payée pour côté formateur, mais il y a aussi tout le préalable du montage de la formation elle-même. Merci. Dernière question avant de passer la parole à la salle qui va librement vous interroger. Quels est selon vous ces points forts qui ont convaincu le jury dans votre dossier afin qu'il soit lauréat? Qu'est-ce qui, selon vous, est important et a été important, que ça a été notifié par le jury ou non, et qui est le point fort de votre projet? En ce qui nous concerne, je pense c'est un projet vraiment territorial. Et donc, je pense que le fait que tous les acteurs du territoire de Guyane sont partenaires dans le projet et dans le comité de pilotage, je pense que c'est ce qui a joué en notre faveur. Parce que clairement, on est tous à la manette, quoi. Donc, je crois que c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, le fait qu'on ait deux cercles de partenaires. Le premier cercle plus restreint, ici, Université de Lille, enfin plutôt Université de Lille avec les composantes, établissements composantes. Puis le deuxième cercle plus large qui correspond au périmètre ICIT. Donc je pense qu'on a joué le jeu, si je puis dire, de l'ICIT. Et puis la deuxième chose sur le volet formation continue, c'est que justement on avait déjà cette expérience qu'on a ultra valorisée dans le dossier du modèle existe. Le test qu'on avait déjà fait avec un programme de formation sur mesure, un peu haut de gamme. Et donc on a donné les chiffres et je pense que ça a donné de la crédibilité à notre projet. Moi, je pense que ce qui a bien fonctionné, c'est le choix aussi de la thématique. Le fait qu'on soit quand même sur les villes et territoires durables, c'est quand même un tout petit peu d'actualité. Donc je pense que ça a joué beaucoup dans le dossier. Et aussi, j'en ai pas parlé, on a deux partenaires, Efficacity qui travaille sur la décarbonation et France Ville Durable que vous avez vu mercredi, donc qui est porteur quand même de thématiques et sur un réseau quand même assez important. Donc je pense que c'est ces deux aspects-là du projet qu'on permis d'avoir un avis favorable. Merci. Donc, j'évoquerai peut-être deux choses. Donc, la première chose, c'est qu'on a envisagé le projet à l'échelle du site. Et globalement, on s'aperçoit aussi bien sur ce projet que sur les autres. Pendant très longtemps, la Bretagne a été la grande oubliée, on va dire, de tous les projets, mais parce qu'on n'était pas bon. On déposait deux universités côte à côte, déposait deux projets similaires, mais sans bien sûr travailler ensemble. Donc on a compris que maintenant il fallait chasser en meute, et depuis qu'on le fonctionne de cette manière-là, on a récupéré tous les projets auxquels on a candidaté. Donc là c'était bien un projet de site, donc je pense que c'était un des atouts du projet. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis en interface ce projet avec tous les autres que l'on avait. Et en particulier, on a considéré que nos fameux CMA, à un moment donné, c'est pareil, des moyens étaient donnés, mais qu'il fallait que ce CMA devienne aussi pérenne dans le temps, ou en tout cas que ça puisse perdurer. Et donc, on a fait état qu'à un moment donné, le projet S2SR permettait d'avoir les équipes qui, ensuite, derrière, permettraient de vendre ces fameux projets CMA et qu'ils perdure. Donc on a mis en interface dans la présentation du projet l'ensemble des dispositifs dont on a bénéficié, y compris un projet excellence en environnement dont on a fait état dans le document. Merci beaucoup. On peut applaudir nos quatre intervenants. Et la parole circule pour des questions. Bonjour, moi je suis Benoît Berthoud, donc directeur de formation continue Panthéon-Sorbonne. Je vais juste poser une question. Alors nous on a répondu, mais uniquement sur l'appel, enfin sur l'axe fondation et mécénat. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, le lien entre fondation, mécénat et formation continue ? Parce qu'alors nous, la réflexion qu'on a eue, c'est tout bête, en disant, effectivement, on a des mécènes, donc on a des relations entreprises, etc. Et se pose la question après des contreparties de ce qu'on offre à ces entreprises en termes de FC. On a réfléchi comme ça, et du coup, on a été c'est quelque chose qui est venu dans vos réflexions, ou alors on est les seuls fous à avoir fait ça? Non, vous n'êtes pas les seuls. Parce que nous, clairement, on a deux volets. On a la partie mécénat et la formation continue. Et donc, oui.
c'est pour ça que je disais que dans les recrutements, hein, on a une partie vraiment dédiée au mécénat, un fundraiser, tout ça. Et donc l'idée, c'est la formation continue. Forcément, les mécènes, on va chez eux pour une montée en compétence des entreprises sur place, mais ça va beaucoup plus loin parce que le bassin, je dirais, économique de la Guyane est plutôt restreint. Et donc, au fait, notre objectif, c'est de rayonner en dehors de la Guyane, quoi. Donc, et la formation continue, c'est pour ça que je dis à l'international, que ce soit au Brésil, au Suriname, nous, c'est d'aller là-bas et de faire des montées en compétences pour les gens. Donc, clairement, le lien, on a vraiment travaillé ensemble, hein. Donc, il y a 2 volets. Et donc sur les 2 millions qu'on a eu, c'est réparti entre les deux. Hein. C'est pas 2 millions pour que la formation continue, quoi. Bonjour. Université Bordeaux-Montagne. Moi, je me demande, pour les investissements, Gustave Eiffel, vous parliez de développer le numérique, la FAD. Comment vous faites pour investir dans des outils performants pour faire de la formation à distance ? Est-ce que ce que vous avez obtenu vous permet de faire ces investissements ? Et aussi, pour tous les autres, vous parlez de primes au niveau RH. Comment c'est financé tout ça ? Est-ce que l'argent récolté permet de financer les primes ? Merci. Sur l'appel à projet qui a été déposé, il y avait 80% en fait qui étaient affectés à la masse salariale et il y a 20% du coup sur le fonctionnement. Donc c'est une enveloppe qu'on peut utiliser assez librement. Et nous, clairement, on l'a fléché sur un outil justement pour le numérique. Donc on ne sait pas encore ce que ce sera. C'est à l'étude, c'est en réflexion, mais voilà, on va utiliser une partie de ces crédits pour ça. Oui, sur ces 20%, on peut financer de la formation de personnel, on peut financer du matériel, on peut financer aussi des primes. Donc c'est la marge de manœuvre qu'on avait et nous, on l'a prise entièrement. D'autres questions ? Et donc, comment vous faites pour recruter hors grille, adossement aux grilles statutaires ? Et comment vous négociez ça avec les RH ? Comment ça se passe ? Et comment se passent les primes ? Voilà, parce que ça, c'est vraiment au quotidien les difficultés qu'on rencontre. Nous, on a effectivement négocié. Quand je dis nous, on était plusieurs vice-présidents à porter ce projet sur les 2 volets. Donc on a très concrètement pris un rendez-vous avec la directrice des ressources humaines de l'université. On lui a expliqué la difficulté qu'on aurait à mettre en œuvre ce projet s'il n'y avait pas un effort qui pouvait être fait sur la grille actuellement établie. On a fait plusieurs rendez-vous pour bien lui expliquer tous les enjeux et les difficultés. Au final, on lui a fait valider la rédaction de notre réponse à l'appel à projet, dans lequel on a bien précisé qu'on serait forcément au-delà de la grille, parce que sinon on ne pourrait pas recruter. Et on a eu un go de sa part, donc on reste confiant. On n'a pas fixé de pourcentage, mais on a posé le principe que forcément il y aurait un petit sur... Voilà. Oui, oui. Mais de toute façon, on avait tous été alertés, ça circulait dans les réseaux, lors des réunions qui étaient faites d'information avec l'ANR, on nous disait bien, attention, si vous n'êtes pas sur un niveau de salaire un peu plus élevé que classiquement, ça ne fonctionnera pas. Il y a quand même un point qui nous a interpellés lors des négociations avec la RH, c'est que c'est vrai qu'on recrute à un niveau supérieur, mais après, l'idée c'est ils sont recrutés à ce niveau-là, mais leur évolution de carrière. Parce que c'est bien de recruter quelqu'un à 3 000 € net, mais après, comment il évolue après ? Voilà. Et donc, oui, parce que les titulaires, il y a les points, des indices, et donc, au fait, elle a eu toute une réflexion
sur leur évolution, parce qu'elle nous a dit, au bout d'un moment, s'ils n'évoluent pas, ils vont partir. Et en Guyane, on ne peut pas se permettre qu'ils partent. Et donc, elle a tout un système de progression qu'elle va mettre en place, je crois, pour voir comment ils peuvent évoluer au fur et à mesure de leur carrière, quoi. Excusez, on n'entend pas au fond, sans micro, on n'entend pas. Je vous l'amène tout de suite après, mais je prends une question ici. Excusez-moi. Et sur ce volet que vous décrivez, ne craignez pas qu'il y ait un mécanisme à double vitesse par rapport aux collègues statutaires qui sont là. Et l'évolution est quand même à des miettes et des cacahuètes. Et par rapport au recrutement extérieur, à 3 000 € net, pour ne pas citer cet exemple, vous voyez, c'est une concurrence un peu déloyale dès le départ. Et que les collègues aussi ne se mettent pas en arrêt, en retrait, enfin démotivation. Vous voyez ce que je veux dire? Pardonnez-moi, peut-être c'est un peu... Non, je vous pardonne tout à fait. Hein, mais au fait, on est dans une phase clairement de réflexion. Le point essentiel, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille quand même sur ce projet, hein, parce qu'on a, dans le cadre du PIA 4, on avait déjà cette réflexion, c'est comment mettre en place cette progression, parce que dans ce recrutement, et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de disparités. Mais la réalité, c'est qu'on cherche des profils bien spécifiques et il faut qu'ils viennent en Guyane. Je veux dire, pour nous, c'est vraiment une urgence, quoi. Et donc, elle l'a compris, quoi. Et donc, le premier point, c'était d'avoir son accord, déjà. Ça a pris 2 ans. Elle a dit oui, et puis après, mais c'est elle-même qui a soulevé la question de la progression. Hein. Donc, je pense, on va mettre en place, on va réfléchir de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop, mais clairement, ils sont à un niveau qui est... Il peut y avoir des soucis, quoi, mais bon. Le prochain avion pour la Guyane est à quelle heure? Non, alors, je rassure tout de suite, nous, on n'est pas sur ces bases-là. Hein, donc, je vois les équipes qui regardent, là. Non. Et, non, on n'est pas sur ces bases-là. Hein, donc on a bien dit qu'il y avait 40% de plus en Guyane, hein, sur les salaires des... Donc, non, la contrainte, au-delà de ça, on l'a déjà évoqué, c'est aussi les personnels qui sont déjà en poste. Hein. Donc, voilà, nous, on s'est basé avec la RH pour faire en sorte que les grilles de départ soient identiques, pour qu'il n'y ait pas quand même nos personnels déjà formés en poste, etc., qu'il y a un mal-être qui se fasse. Donc nous, ça a été simple, hein, c'est-à-dire que la partie du document qui concerne la RH a été rédigée par le service RH. Donc voilà, c'est eux qui ont rédigé les éléments pour être sûr qu'on soit en phase et que après derrière, quand il va falloir le mettre en œuvre, ils soient bien d'accord avec ce qu'ils ont eux-mêmes écrit. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport au modèle économique de ces réponses sur ASDER, parce que nous, ce qui nous a un peu surpris, c'est parce que les universités sont nulles en FC, on a entendu ça, mais on sait quand même que quand on fait 1 heure de formation, quand on fait 1 € de recettes en formation continue, ça n'est pas un gain net de 1 € pour l'établissement, parce qu'on paye les profs, parce qu'on paye les fluides, parce qu'on paye les directs, etc. Et là, dans la proposition qui était faite sur ces modèles sur 6 ou 10 ans, c'était de dire, voilà, on vous donne une recette on vous donne 1 million, et puis progressivement, vos recettes en FC vont correspondre à ce million, et donc vont rattraper ce qu'on vous avait donné au départ. Ça a été évoqué de manière progressive. Sauf qu'un chiffre d'affaires de 1 million FC, comme je l'ai dit, c'est pas une marge de 1 million en FC. Et du coup, moi, j'arrive pas bien à comprendre. Bon, déjà, je ne comprends pas le sens de l'APA projet de ce côté-là, parce que bon, ils ont été très vite. Mais vous, à votre niveau, du coup, vous allez avoir quand même... oui, parce que je suis le lauréat aigri qui n'a pas été retenu sur ASDER. Le non-lauréat aigri, voilà. Mais ce qui me paraît compliqué, effectivement, c'est vu ces volumes de postes, etc., idéalement, il faudrait que votre marge nette sur l'activité générée couvre la charge qui va être générée par vos postes, plus les frais additionnels de l'activité. Ça a été un peu évoqué par le collègue de Rennes, donc peut-être que ça a été réfléchi comme ça. Mais sinon, est-ce que vous avez simplement joué le jeu de se dire, bon, c'est du 1 pour 1, en se disant on verra plus tard, ou est-ce que vraiment il y a cette réflexion de dire c'est bien la marge nette qu'on va générer qui va couvrir nos charges additionnelles et pas seulement le chiffre d'affaires dans sa globalité?
Alors, le projet, effectivement, et c'est très étonnant, était basé uniquement sur la progression du chiffre d'affaires. Cela étant, il fallait quand même prouver à l'intérieur du modèle qu'il y avait une pérennité derrière. Donc la pérennité, ça impliquait de couvrir quand même l'ensemble des charges. Et comme je vous le disais, nous, alors je suis prof de gestion, nous, on l'a réfléchi en termes de comptabilité analytique. Et donc, on a développé tout un tas de modèles pour essayer d'estimer, on va dire, sur l'ensemble des formations qui sont les nôtres, quelles sont les marges que l'on dégage, intégrant, on va dire, l'ensemble des aspects. Donc, on est bien sur une logique de coût complet pour voir ce qui a été dégagé. Et on a présenté les marges dans le document et au regard de ça, on a dit, voilà, au regard du chiffre d'affaires généré, on dégage tant. Et donc, au regard des dépenses que ça produit, voilà le résultat. Et on parle bien de résultat, là. Je pense qu'on a tous raisonné en termes de coût complet, mais au-delà de ça, je pense que c'est une possibilité d'avoir des moyens durables sur une activité quand même qui apporte des ressources à l'établissement. Donc même si on n'y parvient pas complètement, on aura quand même gagné sur une vision à plus long terme. Moi, je pense qu'il faut aussi... Voilà, mais on a tous réfléchi en coût complet. On ne sait pas si on va atteindre les objectifs, mais en tout cas, on aura à terme des moyens supplémentaires pour la formation continue. C'est ça qui était important aussi dans ce projet. Ce sera la dernière question. Merci. Christelle Pragnon, Université de Tours. J'ai une petite question méthodologique. Vous avez parlé de maturation plus ou moins longue de vos projets. Est-ce que vous avez fait appel à des cabinets conseils pour répondre aux dossiers ? Non. Alors, à la relecture, oui. C'est-à-dire que nos projets ont été relus par un cabinet pour vérifier que ça correspondait aux attendus qu'ils connaissaient. Mais par contre, la rédaction a été gérée à 100% par nous. Nous, c'était à 100%. Nous, pas de cabinet non plus. Nous, pareil, une aide, pareil que Rennes, une aide à la relecture pour bien caler sur le cahier des charges. On peut remercier nos 4 intervenants. Et moi, j'en profite pour remercier les organisateurs du congrès, du bel événement, de la soirée d'hier soir. Alors, on arrive quasi au terme de ce colloque. Il va nous rester à assister à l'intervention de la ministre qui n'a pu se déplacer, mais qui se joint à nous par l'intermédiaire d'une vidéo préenregistrée que l'on va vous porter. À connaissance, je sais qu'ensuite, ça va partir très vite. Donc, je voudrais simplement 2 petits mots de transition avant l'intervention de la ministre, et par respect, puisque je n'interviendrai pas après la ministre. Simplement, peut-être... En rebond, je pense qu'on a, alors le non-lauréat un peu aigri évoquait le fait qu'on était absent et qu'on était nul sur le marché. Je ne serais pas aussi dur que Yannick ne peut l'être. Je pense que par contre, on a vraiment entendu qu'au regard des urgences de nouveau, de l'accélération de ces transitions, il y avait une vraie forte et très forte attente à ce que les universités, sur le champ de la forme pro, parce que les urgences font qu'on ne peut pas se satisfaire d'une inertie à ce qu'on forme. Et on ne peut pas attendre uniquement la formation initiale. Donc on a un vrai rôle à jouer. Je pense que ça a été répété à l'envi. Il y a une volonté et une attente véritable que nous fassions savoir ce que nous sommes en capacité de faire. La question du marketing a été très fortement évoquée ce matin. Je pense qu'effectivement, la question du marketing territorial est importante. La question du marketing national de la marque université est également essentielle. Et c'est aussi un élément probablement qui manque aujourd'hui dans la communication que nous opérons, dans la mesure où, très régulièrement, vous le vivez au quotidien sur vos territoires, mais on le vit quotidiennement également quand on est sur des dimensions un peu plus macro et un peu plus nationales, le déficit de visibilité de l'université
alors même que l'on nous rétorque que, effectivement, on a plein de facteurs différenciants, que la recherche, que la qualité de la formation que l'on porte au sein de l'université sont des facteurs très différenciants, et pourtant ils ne sont pas appréhendés, ou en tout cas pas intégrés par nos clients finalement, ou nos partenaires. Donc ça me semble être un élément essentiel. Et puis de ce que j'ai entendu ici sur les appels à projets, ce sera vraiment une remarque importante, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans ces logiques. Laurent l'a évoqué à travers à la fois des projets d'établissement avec un S, à établissement, et pas que d'établissement sans pluriel. Il me semble que c'est important. On a évoqué la question de l'articulation entre cet appel à projet ASDESR avec d'autres PIA, d'autres projets que portent aujourd'hui nos établissements, et ça me semble être un vrai élément différenciant par rapport à, pour les plus anciens, si vous vous remémorez un peu les AMI, formation continue, et FTLV, qui étaient arrivés il y a quelques années un peu, me semble-t-il, comme des électrons, comme un peu des ovnis qui sont arrivés dans nos établissements et qui n'ont été un objet qui n'a été porté que par les services de FC, mais sans interaction avec les politiques d'établissement. Et si je suis un peu critique, j'ai envie de vous dire quelle en a été l'incidence en dehors des emplois, des moyens qui ont été alloués aux établissements lauréats. En tout cas, la question, et Corinne l'a évoqué, la question de l'essaimage n'a pas été au rendez-vous. Et peut-être que sur cet appel à projet ASDESR, 44 lauréats, c'est beaucoup, mais ça n'est que 50% de nos établissements. Les 50 autres, et je pense qu'il faudra qu'on pense la manière dont les 50 autres pourront bénéficier à un moment ou à un autre de toutes ces avancées. La question des RH est assez centrale. J'ai entendu aussi que finalement un objet dont on avait pas mal entendu parler il y a quelque temps, ou de mode de croissance à travers de l'externalisation de l'activité de formation continue, n'a plus l'air d'être nécessairement au centre. On est plutôt à se dire que c'est effectivement un développement endogène à nos établissements, très en interaction effectivement avec les politiques d'établissement. Je trouve ça très vertueux. Encore faut-il que l'on réussisse à s'en saisir pour ne pas créer finalement 10, 15 champions, et puis qu'ensuite tous les autres continuent à ramer parce qu'effectivement il n'y aura pas cet essaimage-là. Donc je pense, et là en tant que réseau, c'est vraiment un point de vigilance qu'il faudra que nous ayons, et dans le dialogue avec notre ministère, que nous réussissions à ce qu'effectivement les expérimentations, les avancées, notamment sur le champ des RH dont on vient beaucoup de parler, soient des avancées qui permettent d'essaimer et faire que finalement la politique RH globale de l'ESR change pour nous donner les moyens enfin de pouvoir continuer à se développer, et avec ce point de vigilance me semble-t-il, parce qu'en fait, et ce sera le dernier, sur la question des BIATS, on voit bien des avancées assez majeures. Par contre, produire, marketer, mettre en prod, c'est très bien. Par contre, quand on va déployer l'offre, le passage à l'échelle nécessitera forcément qu'on a des enseignants derrière. Et si on n'a pas d'enseignants mobilisables, y compris pour réaliser la presta, on n'y arrivera pas. Donc c'est bien toute cette approche-là qu'il faut que l'on réembrasse. Mais je pense que collectivement, on est aujourd'hui en capacité de le faire. Et moi, c'est vraiment l'enseignement probablement de ces 2 journées. Sur ce, je vous remercie de votre participation. Je relayerai, puisque les collègues sont derrière, vos remerciements, et en espérant que vous ayez passé un bon moment sur la nouvelle Riviera, puisqu'il paraît que la Côte d'Opale est la nouvelle Riviera. Donc j'espère qu'on vous y reverra. Et puis je tiens aussi à remercier Emilien, parce que je sais qu'il était pas forcément, je ne vais pas dire un peu en stress, mais c'est pas l'habitude non plus que d'animer 2 journées de formation comme celle-là. Et il l'a fait en toute amitié et avec beaucoup de professionnalisme, donc je pense qu'on peut le remercier. Ah pardon, et oui, merci Bénédicte, je l'ai oublié hier soir, donc je vous le dis tout de suite. Il y a systématiquement un passage de relais d'un colloque à l'autre, il nous faut prendre date. Où irons-nous l'an prochain ? Ben, je vais leur demander de se lever. L'équipe Tourangelle. Vas-y, tu peux lancer.
Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Université du Littoral Côte d'Opale, Monsieur le Président de la formation continue à l'université, Mesdames et Messieurs les directeurs de services de formation continue, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un grand plaisir de clôturer ce 48e colloque de la formation continue à l'université. Un colloque de défis, certes, mais surtout un colloque de solutions. Nous le savons, les défis que nous adressent les transitions énergétiques, écologiques, numériques sont nombreux et font évoluer profondément tous les métiers. La formation continue, la formation tout au long de la vie et l'apprentissage sont donc, aux côtés de la formation initiale, des leviers majeurs pour permettre de répondre aux besoins des employeurs. Pour vous permettre de développer les outils et les solutions qui pourront faire évoluer l'offre de formation, l'État est à vos côtés, avec France 2030 et l'appel à projet Accélération des stratégies de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui était doté de 200 millions d'euros. Parmi les 44 projets retenus, qui maillent tout le territoire, y compris les Outre-mer, 31 d'entre eux portent sur la formation tout au long de la vie. Et je tiens à vous en féliciter. La lecture des dossiers est très riche d'idées et d'outils que vous allez mettre en place, et je ne citerai que quelques exemples. Le développement systématique de l'approche par compétences, le déploiement d'une stratégie de prospection, notamment dans l'objectif d'identifier les thématiques à haut potentiel de marché, mais aussi la mise en place d'un catalogue numérique commun. Je me félicite donc de l'engouement connu par cet appel à projet et je souhaite vraiment bon courage à tous les porteurs pour leur mise en place. Je vous engage à partager toutes ces bonnes pratiques avec l'ensemble des acteurs de la formation continue, notamment avec ceux qui voudront les mettre en œuvre dans le cadre d'un contrat d'objectifs de moyens et de performance. Je tiens également à souligner qu'avec l'appel à manifestation d'intérêt Compétences et métiers d'avenir, qui est doté de 2,5 milliards d'euros et que l'État mobilise pour former ces nouveaux talents et pour répondre aux besoins des métiers d'avenir, des métiers en tension et des métiers en évolution, il y a aussi ce cadre de la formation continue. Le nouveau cahier des charges de ces compétences et métiers d'avenir est plus simple et aussi au fil de l'eau. Il permet de prendre en compte tous les niveaux et tous les types de formation, initiale et continue. Je vous invite donc à vous en saisir, comme je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait, avec une vision formation tout au long de la vie fortement intégrée. Dans le panel des solutions offertes pour permettre que de nouvelles compétences viennent répondre aux besoins du marché du travail, la validation des acquis d'expérience est un levier essentiel. Un décret en Conseil d'État est actuellement en cours d'écriture afin de bien définir le rôle et la place de l'architecte de formation et des certificateurs. Je serai bien entendu très attentive à garantir la spécificité des établissements d'enseignement supérieur. Pour encore mieux faire le lien avec les territoires, j'ai confié à Aude Bonneau-Vendorme une mission afin de mieux définir le rôle des conseillers académiques pour promouvoir la formation tout au long de la vie. Elle doit me rendre son rapport d'ici la fin du mois de juin et je l'en remercie par avance. Une feuille de route nationale sera ainsi établie avec le ministère et les 3 conférences, France Université, la CGE et la CDFI, afin que les CAFCES soient encore davantage à vos côtés pour donner de la visibilité et pérenniser, développer cette formation tout au long de la vie. Je n'ai évidemment mentionné que quelques-uns des sujets qui vous ont mobilisé pendant ces 3 jours. Ils sont nombreux et témoignent de l'importance de la formation continue, en particulier avec l'évolution des métiers et des compétences. Nous devons nous en emparer, vous devez vous en emparer et développer de nouveaux modèles plus adaptés aux besoins et aux demandes de nos partenaires, ainsi que de tous les étudiants, futurs citoyens actifs, qui doivent reconnaître dans leur alma mater un centre, leur centre de formation tout au long de la vie. Je tiens donc à vous féliciter toutes et tous pour votre travail quotidien
et votre implication dans le déploiement d'offres nouvelles de formation continue dans l'ensemble de nos établissements d'enseignement supérieur. Un grand bravo à toutes et tous et un grand merci. À très bientôt.